En vacances dans un complexe de luxe, le millionnaire est resté figé en voyant la femme de chambre. Elle était identique à son amour disparu depuis 24 ans. Le soleil de juin se reflétait sur les baies vitrées de la tour Dufresne. Au cœur du quartier des affaires de Paris, au 42e étage, Xavier Dufresne, 57 ans, dirigeait d'une main de fer la réunion du conseil d'administration de son empire hôtelier. « Messieurs, les chiffres sont là. Notre expansion dans le Golfe nous garantit une croissance de 18% au prochain trimestre. Je ne tolérerai aucun retard dans ce dossier. » Sa voix, grave et assurée, ne laissait transparaître aucune émotion. Ses yeux bleu acier balayèrent la table de conférence, où une dizaine d'hommes en costume sombre hochèrent la tête avec déférence. Xavier Dufresne avait cette capacité rare d'inspirer à la fois crainte et respect. Soudain, une sensation étrange, une chaleur inhabituelle lui monta au visage. Sa vision se troubla légèrement. Il desserra sa cravate, tentant de masquer son malaise. Comme je disais, les investissements à Dubaï, les mots se bousculaient dans sa tête. Il s'agrippa au bord de la table, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Un bourdonnement assourdissant envahit ses oreilles. « Xavier, tout va bien. » La voix semblait venir de très loin. Un flash aveuglant, puis le noir. « Un AVC léger, Madame Dufresne. Rien de grave, mais un avertissement que votre mari ne peut ignorer. » Clémence Dufresne, 52 ans, écoutait le neurologue avec une attention calculée. Grande, blonde, impeccablement coiffée, elle incarnait l'élégance parisienne dans sa version la plus intimidante. Combien de temps devra-t-il rester à l'hôpital? Docteur, nous le gardons en observation encore 24 heures. Ensuite, ce qui est impératif, c'est du repos. Plusieurs semaines loin du stress professionnel. Clémence esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Xavier et le repos sont deux concepts qui ne se rencontrent jamais. Docteur, cette fois, c'est non négociable, madame. Le prochain pourrait être fatal. Dans la chambre d'hôpital luxueuse, Xavier fixait le plafond. Cette faiblesse l'irritait profondément. Son corps l'avait trahi, comme un associé déloyal. La porte s'ouvrit sur Clémence, suivie du déheur Philippe Martel. Médecin de famille et ami de longue date, grand, distingué, la soixantaine élégante, Philippe était le seul que Xavier considérait presque comme un ami. Notre grand homme terrassé par un malaise, plaisanta Philippe en consultant le dossier. Rien de grave. Mais cette fois, mon vieux, tu vas devoir lever le pied. Xavier grommela quelque chose d'incompréhensible. J'ai une idée, intervint Clémence. Le resort de Cannes, l'air marin, le calme, c'est la période idéale avant la haute saison. Impossible, le projet de Shanghai est en phase critique et... Le projet attendra, coupa Clémence d'un ton sans appel. Je peux superviser à distance, ta santé passe avant tout. Xavier connaissait ce ton. Derrière la sollicitude se cachait une détermination d'acier. Clémence n'était pas devenue la directrice financière de l'empire Dufresne. Par hasard, sous son apparence d'épouse dévouée, se cachait une stratège redoutable. 3 semaines, concéda-t-il finalement, pas un jour de plus. Lorsque Clémence quitta la chambre d'hôpital, Philippe la suivit dans le couloir. Ils s'arrêtèrent près de la machine à café, vérifiant qu'ils étaient seuls. « Il va bien ?» demanda Clémence, son ton soudain dépourvu de toute chaleur. « C'était léger, mais ces petits AVC peuvent me provoquer des perturbations de la mémoire. » Le visage de Clémence se durcit. Quel genre de perturbations? Des souvenirs enfouis qui remontent, des connexions qui se rétablissent. Clémence serra les lèvres, ses doigts impeccablement manucurés tapotant nerveusement son sac à main. « Tu as préparé ces médicaments. Comme d'habitude, j'ai ajusté les dosages. Tu es sûr que c'est suffisant ?» Philippe baissa la voix. « Clémence, ça fait 33 ans qu'on maintient tout sous contrôle. Fais-moi confiance. » Une semaine plus tard, la Mercedes noire s'arrêta devant l'entrée principale du Grand Azur. Le joyau de la collection Dufresne sur la Côte d'Azur, niché dans une crique entre Cannes et Antibes, le resort offrait un luxe discret aux clients fortunés en quête d'anonymat. Le directeur du resort accueillit Xavier avec une déférence teintée de nervosité. Ce n'était pas tous les jours que le grand patron descendait en personne. « Monsieur Dufresne, c'est un honneur. Votre suite présidentielle est prête. » Xavier hocha la tête, impatient d'échapper aux politesses d'usage. Il détestait cette situation, cette faiblesse, ce temps perdu loin des affaires. La suite occupait tout le dernier étage du bâtiment principal, offrant une vue panoramique sur la Méditerranée. Xavier s'approcha de la baie vitrée, contemplant l'immensité bleue avec une étrange mélancolie.
Depuis combien de temps n'avait-il pas simplement regardé la mer? Ce bleu profond lui rappelait quelque chose. Ou quelqu'un. Une sensation désagréable l'envahit. Comme chaque fois qu'il tentait de fouiller trop loin dans son passé. Un mur invisible semblait bloquer certains de ses souvenirs les plus anciens. Son téléphone vibra. Un message de Clémence. « Repose-toi bien. Philippe t'appellera pour le suivi médical. Je gère tout ici. C. » Froide, efficace, comme toujours. Leur mariage ressemblait davantage à une alliance stratégique qu'à une histoire d'amour. Ça leur convenait à tous les deux. Du moins, c'est ce qu'il se répétait depuis 15 ans. Xavier sortit de sa poche un pilulier en argent et avala 2 comprimés avec un verre d'eau. Presque immédiatement, le malaise diffus qui l'habitait s'estompa. Une brume familière enveloppa ses pensées. Ramenant ce confort cotonneux auquel il s'était habitué, le soir même, Philippe Martel passa un appel depuis son bureau parisien. « Il est bien arrivé », confirma Clémence. L'équipe a instruction de surveiller ses moindres faits et gestes. A-t-il eu des comportements inhabituels, des questions sur le passé? Pas encore, mais je n'aime pas cette idée de l'envoyer là-bas, c'est prendre un risque inutile. Philippe soupira. C'était ton idée, Clémence, l'éloigner de Paris, des dossiers sensibles. Je sais, coupa-t-elle sèchement. Mais Cannes, avec tous ces jardins, si jamais, ça fait plus de 30 ans. Et nous avons tout verrouillé. Les médicaments fonctionnent toujours. Un silence lourd s'installa. J'ai fait modifier son traitement, reprit Philippe. La nouvelle formule devrait renforcer le blocage de certaines zones mémorielles spécifiques. Et si ça ne suffit pas, si quelque chose déclenche ses souvenirs, la voix de Philippe se fit plus dure. Alors nous ferons ce que nous avons toujours fait, Clémence. Nous protégerons nos intérêts, à n'importe quel prix. Clémence raccrocha, l'esprit agité. Elle s'approcha de la grande bibliothèque de son bureau et actionna un mécanisme dissimulé. Un panneau coulissa, révélant un coffre-fort. À l'intérieur, une chemise cartonnée usée par le temps. Elle l'ouvrit délicatement, contemplant une photo jaunie, une jeune femme souriante, aux cheveux châtains et aux yeux d'un vert profond, tenant à la main un petit médaillon doré. « Sylvie », murmura Clémence avec un mélange de haine et de crainte. « Tu restes où tu es, dans le passé, pour toujours. » Elle referma brusquement le dossier. Après toutes ces années, elle ne laisserait rien ni personne menacer ce qu'elle avait construit. Surtout pas un fantôme. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Xavier au Grand Azur. 3 jours d'un ennui mortel. Rythmé par des appels avec ses directeurs, des lectures de rapports financiers et de longues heures à contempler la mer depuis sa terrasse, ce matin-là, il décida de rompre sa routine. Une promenade dans les jardins du resort s'imposait, ne serait-ce que pour échapper au mur de sa suite qui commençait à se refermer sur lui. L'air était doux, chargé du parfum entêtant des jasmins. Xavier suivit l'allée principale, observant d'un œil critique les aménagements paysagers. Ces jardins étaient réputés dans toute la Côte d'Azur, un argument marketing que les brochures du Grand Azur ne manquaient jamais de souligner pourtant. Xavier ne s'y était jamais vraiment intéressé. Il s'arrêta devant une roseraie particulièrement soignée. Quelque chose dans l'agencement des couleurs lui semblait familier. Un souvenir tenta de remonter à la surface, mais se heurta à ce mur invisible qui semblait protéger certaines zones de sa mémoire. « C'est étrange », murmura-t-il pour lui-même. « Monsieur ?» Xavier se retourna, agacé d'être interrompu dans ses pensées. Une femme de chambre se tenait là, un chariot de linge à côté d'elle. Elle avait dû le prendre pour un client ordinaire. « Je suis désolée, je ne voulais pas vous déranger. J'ai cru que vous aviez besoin de quelque chose. » Xavier ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Le monde autour de lui sembla soudain se figer. Elle était là, devant lui. Impossible. Les mêmes cheveux châtains aux reflets cuivrés, les mêmes yeux verts, profonds comme 2 émeraudes, ce nez légèrement retroussé, cette façon de pencher la tête sur le côté en attendant une réponse. Sylvie, le nom s'échappa de ses lèvres dans un souffle. Presque malgré lui, la jeune femme fronça les sourcils, visiblement déconcertée. « Non, monsieur, je m'appelle Juliette. Juliette Mercier. » Le temps sembla se distordre. Un bourdonnement assourdissant envahit les oreilles de Xavier. Derrière ses yeux, des images éclatèrent comme des flashs. Une jeune fille riant dans un jardin, un baiser échangé sous un saule pleureur, des mains entrelacées. « Monsieur, vous vous sentez bien ?»
La voix de Juliette lui parvenait comme à travers un long tunnel. Xavier s'agrippa au dossier d'un banc de jardin pour ne pas chanceler. « Oui, Excusez-moi, vous ressemblez étrangement à quelqu'un que j'ai connu. » Elle lui sourit poliment, mais ses yeux trahissaient une certaine inquiétude. « On me le dit parfois, j'ai un de ces visages, vous savez. » Xavier parvint à se ressaisir, retrouvant son masque d'homme d'affaires imperturbable. « Je suis Xavier Dufresne, le propriétaire. » Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. « Oh, monsieur Dufresne, je suis confuse, je ne savais pas. »« Ce n'est rien. Vous travaillez ici depuis longtemps. Presque 2 ans, monsieur. » Xavier l'observait, incapable de détacher son regard. Elle devait avoir une 30aine d'années, le visage plus mature que celui qui hantait ses flashs. Mais la ressemblance était frappante, presque douloureuse. « Eh bien, Juliette, ravi de vous avoir rencontrée. » Il s'éloigna d'un pas qu'il voulait assurer, sentant le regard de la jeune femme dans son dos. Une fois hors de vue, il s'adossa à un arbre, le souffle court. Sa main tremblante chercha le pilulier dans sa poche. Il avala 2 comprimés d'un coup, attendant que la brume familière enveloppe à nouveau son esprit. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Xavier rêva. Il avait 24 ans. L'été touchait à sa fin. Dans les jardins de la propriété familiale en Bourgogne, il attendait, fébrile. Elle apparut enfin, se faufilant entre les haies, regardant nerveusement par-dessus son épaule. « J'ai cru que tu ne viendrais pas, » dit-il en la prenant dans ses bras. « Mon père m'a retenu. Il voulait que je l'aide à préparer les boutures pour demain. » Sylvie, 19 ans à peine, fille des jardiniers du domaine, étudiante brillante en botanique, et son secret le plus précieux, « J'ai quelque chose pour toi, » murmura Xavier, en sortant un petit écrin de sa poche. Les yeux de Sylvie s'illuminèrent lorsqu'elle découvrit le médaillon doré. « C'est magnifique. Ouvre-le, à l'intérieur. Une minuscule photo de 2 et une inscription en latin. Amor vincit omnia. L'amour triomphe de tout. » traduisit Sylvie, les larmes aux yeux. Xavier l'embrassa, emprisonnant sa promesse entre leurs lèvres. « Un jour, nous n'aurons plus à nous cacher. Je te le jure. » La scène changea brusquement. Une chambre d'hôpital, des cris déchirants, du sang sur des draps blancs, une voix glaciale. Celle de Clémence, mais plus jeune. « Débarrasse-toi d'elle et de... » L'autre chose aussi, un bébé qui pleure, une porte qui claque, le noir. Xavier se réveilla en sursaut, le corps trempé de sueur. Un cri étranglé mourut dans sa gorge. Il se précipita dans la salle de bain, vomissant violemment dans les toilettes, le visage ruisselant d'eau froide. Il contempla son reflet dans le miroir. Des cernes profonds marquèrent son visage blême. Que lui arrivait-il? Ces images, étaient-ce vraiment des souvenirs? Ou son cerveau fatigué lui jouait-il des tours? Sylvie, ce nom qu'il n'avait pas prononcé depuis si longtemps, son premier amour, lui avait-on dit, disparut mystérieusement après leur rupture. Parti à l'étranger, selon la version officielle, il n'avait jamais vraiment cherché à en savoir plus, comme si une partie de lui-même refusait de creuser. Et ce bébé, d'où venait cette image? Xavier se massa les tempes, tentant de rassembler les fragments épars. Mais la douleur lancinante qui commençait à pulser sous son crâne l'en empêchait. Il retourna dans la chambre, cherchant son téléphone. 4 heures du matin, trop tôt pour appeler Philippe. Il avala 2 somnifères et se recoucha, priant pour un sommeil sans rêve. À Paris, Clémence Dufresne terminait de dîner avec Philippe Martel dans un restaurant discret du 16e arrondissement. Le serveur venait de leur apporter 2 expressos lorsque le téléphone de Clémence vibra. « Un rapport du directeur du Grand Azur », dit-elle en lisant le message. Son visage se figea. « Quoi ?» demanda Philippe, soudain inquiet. « Xavier a rencontré une employée aujourd'hui, une femme de chambre. » Et alors ? Clémence lui tendit son téléphone. Philippe lut le message et pâlit visiblement. Il l'a appelée Sylvie. Un silence lourd s'installa entre eux. « Ça peut être une coïncidence », tenta Philippe sans grande conviction. « Une coïncidence ». Clémence eut un rire sans joie. « Lis la description. Cheveux châtains, yeux verts, et regarde la photo de surveillance. » Philippe examina l'image granuleuse d'une jeune femme en uniforme de femme de chambre. La ressemblance était troublante. « Merde !» laissa-t-il échapper. « Je savais que c'était une erreur de l'envoyer là-bas. » Clémence serra son verre avec tant de force que ses jointures blanchirent. L'AVC a dû fragiliser les barrières mémorielles.
Que sait-on sur cette fille? Juliette Mercier, 32 ans, embauchée il y a 2 ans, rien de suspect dans son dossier? Philippe réfléchit un instant. Son âge correspond. Ne dis pas de bêtises, coupa sèchement Clémence. On sait très bien ce qui est arrivé à cette chose. On devrait quand même vérifier. Je m'en occupe, en attendant. Double la dose de ces médicaments. Je ne veux pas prendre de risques. Philippe hésita. Une dose trop forte pourrait avoir des effets secondaires graves. Son cœur a déjà été fragilisé par l'AVC. Le regard de Clémence se durcit. Tu préfères qu'il se souvienne? Philippe soutint son regard un instant, puis détourna les yeux. Je vais ajuster le traitement, mais je dois le faire progressivement. Fais ce qu'il faut, mais fais-le vite. Je prendrai le premier avion demain. Clémence vida son verre de vin d'un trait. Son esprit calculant déjà toutes les façons dont cette situation pouvait dégénérer, après toutes ces années à construire méticuleusement leur vie, leur fortune, leur pouvoir, un simple hasard menaçait de tout détruire. Non, elle ne laisserait pas cela arriver. Jamais. Le lendemain matin, Xavier se réveilla avec une idée fixe. Revoir cette femme, Juliette, comprendre pourquoi sa simple vue avait déclenché ce torrent d'images enfouies, il passa plusieurs heures à élaborer un prétexte, refusant d'admettre l'obsession qui s'emparait de lui. Vers midi, il convoqua le directeur du resort dans sa suite. « Je souhaite lancer un projet de réaménagement des jardins de l'aile Est », annonça-t-il sans préambule. Le directeur, un homme bedonnant habitué aux caprices des riches, acquiesça vivement. « Excellente idée, monsieur Dufresne. Je peux contacter notre paysagiste habituel et... » « Non, » coupa Xavier. « J'ai remarqué que certains employés semblent avoir des connaissances intéressantes en botanique. Cette femme de chambre, par exemple, Mademoiselle Mercier. » Xavier fit mine de consulter des notes imaginaires. « Oui, c'est ça, Juliette Mercier. J'aimerais discuter avec elle de ce projet. » Le directeur parut déconcerté. « Monsieur, elle n'est qu'une femme de chambre, pas une experte en... Faites-la venir à 14 heures. » Trancha Xavier d'un ton qui n'admettait aucune réplique. À 14 heures précises, on frappa timidement à la porte de sa suite. Xavier inspira profondément, surpris par sa propre nervosité. Il avait négocié des contrats de plusieurs milliards sans que son pouls ne s'accélère. Pourquoi cette simple rencontre le mettait-elle dans un tel état? « Entrez !» Juliette apparut, visiblement mal à l'aise dans son uniforme impeccable. Elle avait attaché ses cheveux en un chignon strict, mais quelques mèches rebelles s'en échappaient, encadrant son visage. « Vous m'avez fait demander, monsieur Dufresne. »« Oui, merci d'être venu. » Xavier lui indiqua un fauteuil. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Elle s'exécuta avec une certaine raideur, gardant les mains posées sur ses genoux. « On m'a dit que vous aviez des connaissances en botanique, » commença Xavier, s'efforçant d'adopter un ton professionnel. Une lueur de surprise traversa le regard de Juliette. « Je m'intéresse aux plantes. Oui, comment le savez-vous » Xavier improvisait maintenant. « Le chef jardinier a mentionné que vous lui donniez parfois des conseils. » C'était un mensonge, bien sûr, mais il produisit l'effet escompté. Le visage de Juliette s'illumina. « Oh, c'est gentil de sa part. J'aime simplement les plantes. Je les ai toujours aimées. Ma grand-mère m'a tout appris. Votre grand-mère, Marguerite, elle m'a élevée. Elle connaissait tout sur les plantes médicinales. » Xavier l'observait, fasciné. Chacun de ses gestes, chaque intonation de sa voix réveillait en lui des sensations oubliées. « J'envisage de réaménager les jardins de l'aile Est, » expliqua-t-il, revenant à son prétexte. « J'aimerais y intégrer des espèces locales, peut-être même quelques plantes médicinales. Ça donnerait une identité unique à notre resort. » Les yeux de Juliette s'animèrent d'une passion évidente. « C'est une idée merveilleuse. On pourrait créer un parcours sensoriel avec des lavandes, du romarin, de la sauge, et peut-être un espace dédié aux plantes plus rares de l'arrière-pays. » Pendant près d'1 heure, elle parla avec enthousiasme, esquissant même sur un bloc-notes des plans approximatifs. Xavier l'écoutait, moins intéressé par les plantes que par cette femme qui, sans le savoir, déverrouillait quelque chose en lui. « Pardonnez mon enthousiasme, » s'excusa-t-elle finalement. « Je m'emporte quand il s'agit de botanique. Ne vous excusez pas, votre passion est rafraîchissante. » Un silence s'installa, chargé d'une étrange tension. Xavier se surprit à fixer le cou de Juliette, où une fine chaîne en or disparaissait sous son uniforme. « Vous pourriez m'accompagner demain pour visiter les jardins », proposa-t-il abruptement. « Pour évaluer le terrain. » Juliette hésita.
visiblement partagée. « Je travaille demain, monsieur Dufresne. Je m'arrangerai avec la direction. » Elle acquiesça finalement, avec une certaine réserve. Dans ce cas, ce serait avec plaisir. Alors qu'elle se levait pour partir, Xavier remarqua une légère cicatrice sur son avant-bras, révélée par sa manche qui s'était relevée, une marque en forme de croissant de lune. Son cœur manqua un battement. Le même soir, en cherchant des antidouleurs dans sa trousse de toilette, Xavier tomba sur une vieille photo qu'il gardait toujours sur lui sans vraiment savoir pourquoi. Sylvie, à 19 ans, montrant fièrement un spécimen rare d'orchidée, sur son bras, la même marque en forme de croissant, sa signature lunaire, comme elle l'appelait en riant. Cette nuit-là, ses rêves furent encore plus intenses. Des bribes de conversation, des éclats de rire, et toujours ce bébé qui pleurait, invisible mais omniprésent. Le jardin de l'aile était le moins fréquenté du resort, ce qui en faisait l'endroit idéal pour une conversation privée. Xavier y attendait Juliette, contemplant les montagnes qui s'élevaient au loin. Elle arriva à l'heure convenue, vêtue d'un jean simple et d'un chemisier bleu clair, ses cheveux librement attachés en queue de cheval, sans l'uniforme. Elle paraissait plus détendue, plus naturelle. « Bonjour, monsieur Dufresne. Appelez-moi Xavier, je vous en prie. » Ils commencèrent à parcourir les allées, Juliette s'arrêtant régulièrement pour lui montrer certaines plantes, expliquant leurs propriétés, suggérant des aménagements. Xavier l'écoutait distraitement, cherchant le moment opportun pour orienter la conversation vers des sujets plus personnels. « Et vous ?» demanda-t-il finalement. « Comment une experte en botanique comme vous se retrouve-t-elle femme de chambre dans un resort ?» L'ombre d'une tristesse passa sur le visage de Juliette. « La vie ne suit pas toujours le chemin qu'on avait prévu, » répondit-elle simplement. « J'aurais aimé faire des études de botanique, mais... » Elle s'interrompit, comme si elle en avait déjà trop dit. « Mais... » insista doucement Xavier. Juliette soupira. « La vie est chère, et quand on a un enfant à charge... » « Vous avez un enfant ?» Son visage s'illumina immédiatement. « Un fils, Théo, il a 8 ans. » Elle sortit son téléphone. Lui montrant la photo d'un petit garçon souriant, Xavier sentit une émotion inexplicable l'envahir. « Il vous ressemble. Tout le monde dit qu'il a mes yeux, » sourit-elle, ses yeux verts, si semblables à ceux de Sylvie. « Et son père ?» La question avait jailli spontanément. Le visage de Juliette se ferma légèrement. « Il n'est plus dans le tableau. » Ils poursuivirent leur promenade en silence, jusqu'à atteindre une partie plus sauvage du jardin. Une vieille femme y travaillait, courbée sur un parterre de fleurs. Elle portait un large chapeau de paille et des lunettes de soleil qui dissimulaient presque entièrement son visage. « C'est Madame Rose », expliqua Juliette. « Elle s'occupe des jardins depuis des années. Elle connaît chaque plante par son nom. » La vieille femme se redressa en les entendant approcher. Xavier ne pouvait voir son visage, mais il eut l'étrange impression qu'elle le fixait intensément derrière ses verres fumés. « Bonjour », salua-t-il poliment. La jardinière se contenta d'un hochement de tête avant de retourner à son travail. Son comportement était étrange, presque hostile. « Ne le prenez pas personnellement », murmura Juliette. « Elle est comme ça avec tout le monde, c'est une solitaire. » Ils s'éloignèrent, mais Xavier ne put s'empêcher de jeter un dernier regard à la mystérieuse jardinière. Alors qu'ils terminaient leur tour, une question brûlait les lèvres de Xavier. « Cette marque sur votre bras, c'est de naissance. » Juliette parut surprise, touchant inconsciemment la cicatrice en forme de croissant. « Non, c'est... Je l'ai depuis toujours. Mais ma grand-mère m'a dit que je me suis blessée quand j'étais bébé. Un accident. » Une limousine noire s'arrêta soudain à l'entrée principale du resort. Visible depuis leur position, Xavier reconnut immédiatement la silhouette élégante qui en descendait. « Clémence, je dois y aller. » dit-il précipitamment. « Merci pour cette visite, Juliette. Nous reprendrons cette conversation plus tard. » Il s'éloigna rapidement, laissant la jeune femme perplexe. Dans sa hâte, il ne remarqua pas le regard inquiet que la vieille jardinière échangeait avec Juliette, ni la façon dont elle retirait discrètement ses lunettes pour les suivre des yeux d'un vert profond, identiques à ceux de Juliette. « Tu m'expliques ce qui se passe ?» Clémence se tenait au milieu de la suite présidentielle, sa silhouette élancée parfaitement mise en valeur par un tailleur crème impeccable. Son ton était calme, mais Xavier connaissait ce calme trompeur qui précédait généralement ses colères les plus froides. « Je ne vois pas de quoi tu parles », répondit-il en se servant un whisky. « Ne me prends pas pour une idiote, Xavier. Je reçois des rapports inquiétants. Tu fraternises avec le personnel. » Une femme de chambre. Xavier reposa son verre avec une lenteur calculée.
Je m'intéresse à un projet de réaménagement des jardins. Cet employé a des connaissances en botanique qui pourraient être utiles. De la botanique, bien sûr. Clémence eut un rire sans joie. Et c'est pour ça que tu l'as appelée Sylvie. Le visage de Xavier se durcit. Tu me fais espionner. Je veille sur les intérêts de notre entreprise, qui est cette fille. Juliette Mercier, une simple employée. Clémence l'observa attentivement, cherchant la faille dans son masque d'indifférence. Tu prends bien tes médicaments. Évidemment. Elle s'approcha de lui, posant une main sur sa joue avec une tendresse calculée. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Depuis ton AVC. Philippe dit que tu pourrais avoir des épisodes confusionnels, des hallucinations même. Xavier se dégagea doucement. Je vais parfaitement bien. Tant mieux. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Je reste 2 jours. Nous pourrons dîner ensemble ce soir. Dès que Clémence quitta la suite pour s'installer dans la sienne, Xavier saisit son téléphone. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis longtemps. Agence Mercure, Jean-Michel à l'appareil. C'est Dufresne. J'ai besoin d'une enquête discrète. Très discrète. Dans un cabinet médical chic du 7e arrondissement de Paris, le DER, Vincent Roux relisait les résultats d'examens neurologiques avec une attention particulière. À 45 ans, il s'était fait un nom dans le traitement des amnésies traumatiques et des troubles de la mémoire. Le dossier ouvert devant lui concernait Xavier Dufresne. Les images cérébrales montraient des anomalies subtiles qu'il n'avait jamais observées auparavant, comme si certaines zones avaient été artificiellement inhibées pendant une longue période. Son téléphone sonna, affichant un numéro inconnu. DER. Roux. Docteur. C'est Xavier Dufresne. Philippe Martel m'a parlé de vous. Vincent se redressa, surpris. Martel était un confrère qu'il n'estimait guère, connu pour sa clientèle fortunée et ses méthodes parfois douteuses. Monsieur Dufresne, justement, j'étudiais vos résultats. Et alors, j'aimerais vous voir en personne. Certains éléments m'interpellent. Un court silence à l'autre bout de la ligne. Je suis actuellement à Cannes, mais je peux vous faire venir ici. Ce serait préférable, en effet. Je vous envoie un jet privé demain. Après avoir raccroché, Vincent reprit son examen des clichés cérébraux. Une chose était certaine, quelqu'un avait médicalement manipulé la mémoire de Xavier Dufresne pendant des années. La question était, pourquoi, dans une chambre modeste située dans la ville voisine d'Antibes, Juliette préparait le dîner tandis que son fils Théo faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Leur appartement était petit mais lumineux, décoré avec soin et rempli de plantes. « Maman, tu crois que je pourrais aller à la mer dimanche ?» Juliette se tourna vers son fils, dont le visage pâle contrastait avec ses grands yeux verts, si semblables aux siens. Une douleur familière lui serra le cœur. « On verra si tu te sens assez en forme, mon cœur. » Théo soupira, habitué à cette réponse. À 8 ans, il comprenait déjà que son cœur fragile limitait sa vie d'une façon que les autres enfants ne pouvaient imaginer. Le téléphone de Juliette vibra. Un message de sa voisine. « Madame Leroy, elle est là. Théo, je dois descendre 2 minutes. Madame Rose est venue nous apporter quelque chose. La dame des plantes. Super. » Juliette sourit. Son fils adorait la vieille femme qui leur apportait régulièrement des tisanes et des préparations à base de plantes. Ces remèdes ne guérissaient pas sa maladie cardiaque. Bien sûr, mais ils semblaient atténuer certains symptômes. Dans le hall de l'immeuble, la silhouette voûtée de Madame Rose attendait, son éternel chapeau sur la tête. « Entre vite », chuchota Juliette en l'entraînant vers l'ascenseur. Une fois dans l'appartement, la vieille femme embrassa tendrement Théo avant de retirer son chapeau et ses lunettes. Son visage, bien que marqué par les années, gardait une beauté sereine. Ses yeux, les mêmes que ceux de Juliette et Théo, brillaient d'une intelligence vive. « Il est venu au jardin aujourd'hui », dit-elle sans préambule, sa voix étonnamment jeune pour son apparence. « Oui, il m'a demandé de l'aider pour un projet de réaménagement. »« Et sa femme est arrivée ?» Juliette haussa les épaules. « Je ne vois pas en quoi ça nous concerne. » La vieille femme s'approcha, prenant les mains de Juliette dans les siennes. « Sois prudente. Cette femme est dangereuse. Tu dis toujours ça quand il s'agit de riches. Pas n'importe quel riche. » Les Dufresne. Juliette retira ses mains, agacée par ce qu'elle considérait comme de la paranoïa. « Madame Rose, tu sais que je t'adore. Tu as été là pour moi quand grand-mère est morte. Mais parfois, tes histoires, ce ne sont pas des histoires. Alors quoi? Tu ne veux jamais rien me dire de concret? Juste des avertissements mystérieux. » La vieille femme soupira, caressant distraitement le médaillon que Juliette portait au cou.
un bijou doré que sa grand-mère lui avait confié sur son lit de mort. Un jour, je te dirai tout, mais pas maintenant. Dans le bureau du DER, Philippe Martel, une jeune infirmière rangeait méticuleusement des dossiers. Amandine Leclerc, 28 ans, travaillait pour le médecin depuis 6 mois seulement, efficace et discrète. Elle s'était rapidement rendue indispensable. Ce soir-là, alors que le cabinet était désert, elle s'attarda plus que d'habitude. Le coup de fil qu'elle avait surpris plus tôt entre son patron et Madame Dufresne l'avait troublée. Des phrases comme « augmenter le dosage » et « supprimer tout souvenir » n'étaient pas le genre de termes médicaux habituels. Sa curiosité professionnelle, ou était-ce plus que cela, la poussa vers l'armoire à pharmacie sécurisée. Philippe lui avait confié le code, lui demandant parfois de préparer des traitements spéciaux pour certains patients privilégiés. Dans un compartiment séparé, elle trouva ce qu'elle cherchait, une série de flacons sans étiquette pharmaceutique standard, simplement marqués d'initiales et de dates. Le dernier portait les lettres XD et la date du jour. Amandine hésita. Ce qu'elle s'apprêtait à faire était contraire à toute éthique professionnelle. Mais l'intensité de la conversation qu'elle avait surprise et certains comportements troublants de son patron ces derniers mois avaient éveillé ses soupçons. Elle préleva discrètement quelques comprimés du flacon, les plaçant dans un sachet stérile qu'elle glissa dans sa poche. Puis elle referma soigneusement l'armoire. Au moment où elle s'apprêtait à quitter le bureau, son regard tomba sur un dossier entrouvert, marqué d'une étoile rouge. Le code interne pour les dossiers confidentiels, le nom Dufresne S, apparaissait sur l'onglet, son cœur battant à tout rompre. Amandine jeta un coup d'œil rapide à l'intérieur. Une photo en noir et blanc montrait une jeune femme souriante aux cheveux clairs. La ressemblance avec la photo de Xavier Dufresne accrochée dans le hall était frappante. Mêmes yeux, même forme de visage, sœur, cousine, la date du dossier, 1992, correspondait à plus de 30 ans en arrière. Le bruit soudain d'une porte qui s'ouvrait la fit sursauter. Elle referma précipitamment le dossier et se composa un visage neutre. Philippe Martel apparut dans l'encadrement de la porte, visiblement surpris. « Amandine, vous êtes encore là. Je terminais le classement, docteur. J'allais partir. » Il l'observa un instant, son regard s'attardant sur l'armoire à pharmacie. « Tout est en ordre. »« Parfaitement, docteur. » Il hocha la tête, mais quelque chose dans son regard avait changé. Une méfiance nouvelle, presque imperceptible mais bien réelle. « Rentrez chez vous, maintenant. » Il se fait tard. Tandis qu'elle quittait le cabinet, Amandine sentit le poids des comprimés dans sa poche. Et celui, plus lourd encore, d'un secret qu'elle commençait à peine à entrevoir. À Cannes, Xavier Dufresne ne parvenait pas à trouver le sommeil. Allongé sur son lit, il fixait le plafond, l'esprit en ébullition. L'arrivée imprévue de Clémence l'avait contrainte à la prudence. Mais il sentait qu'il approchait de quelque chose d'important. Son téléphone vibra. Un message de l'agence Mercure, accompagné de plusieurs photos. Juliette quittant le resort, montant dans un bus, entrant dans un immeuble modeste d'Antibes. Une autre photo montrait une vieille femme au chapeau de paille, entrant dans le même immeuble. Un dernier message l'intrigua particulièrement. Sujet né à Saint-Paul-de-Vence, élevé par Marguerite Mercier, décédée, parents biologiques inconnus, adoption non officielle, recherches en cours sur l'origine exacte. Xavier éteignit son téléphone. Un sentiment d'urgence grandissant en lui. Quelque chose d'essentiel lui échappait encore, comme une pièce manquante d'un puzzle dont il commençait à peine à distinguer les contours. Demain, le Diana Rose arriverait. Peut-être pourrait-il enfin comprendre ce qui se passait dans son esprit, et pourquoi Sylvie, disparue depuis si longtemps, semblait soudain omniprésente dans sa vie. Le DER. Vincent Roux arriva au Grand Azur en fin de matinée, accueilli par un Xavier visiblement impatient. Clémence avait quitté le resort tôt le matin pour une prétendue réunion d'urgence à Nice, offrant à Xavier l'opportunité qui l'attendait. « Merci d'être venu si rapidement, docteur. » Vincent observa attentivement son patient. À Xavier Dufresne semblait à la fois nerveux et déterminé, loin de l'image publique du magnate imperturbable. « Vos résultats méritaient une consultation en personne, » répondit le neurologue, en posant sa mallette sur la table basse. Les deux hommes s'installèrent dans le salon de la suite. Vincent sortit plusieurs clichés cérébraux qu'il disposa méthodiquement. « Monsieur Dufresne, ce que je vais vous dire va vous paraître inhabituel. » Xavier se pencha en avant. « J'ai l'impression que ma vie entière est devenue inhabituelle ces derniers jours.
Vincent pointa plusieurs zones sur les images. Voici l'hippocampe et l'amygdale, des structures essentielles à la formation et au stockage des souvenirs. Les vôtres présentent des anomalies que je n'ai jamais vues auparavant. Quel genre d'anomalies? Des inhibitions localisées, comme si certaines zones avaient été, chimiquement verrouillées. Xavier resta silencieux un instant, assimilant l'information. Vous suggérez que quelqu'un a manipulé ma mémoire. Délibérément, Vincent choisit soigneusement ses mots. Je dis que vos résultats sont compatibles avec la prise prolongée de psychotropes spécifiques, ciblant la mémoire émotionnelle, des médicaments qui ne font pas partie des prescriptions standards. Mes pilules, celles que Philippe me prescrit depuis des années, Vincent hocha la tête. J'aimerais les analyser. Xavier lui tendit son pilulier en argent. Depuis mon AVC, j'ai des flashbacks, des souvenirs qui semblent réels mais fragmentés. Une femme nommée Sylvie, mon premier amour, apparemment, disparu il y a 33 ans, c'est la version officielle. Du moins, Vincent nota quelque chose dans son carnet. Ses souvenirs concernent uniquement cette femme. Non, il y a... Xavier hésita. Un bébé, des cris, du sang, et ma femme actuelle, Clémence, plus jeune, discutant avec Philippe de se débarrasser de quelqu'un. Le neurologue fronça les sourcils. Monsieur Dufresne, avez-vous déjà entendu parler d'amnésie dissociative? Vaguement. C'est un mécanisme de défense psychologique. Face à un traumatisme extrême, l'esprit bloque certains souvenirs. Mais avec le temps, ou suite à un déclencheur spécifique, ces souvenirs peuvent ressurgir. Xavier se leva, incapable de rester en place. Un déclencheur comme rencontrer quelqu'un qui ressemble étrangement à la femme de mes souvenirs? Exactement. Votre AVC a probablement fragilisé les barrières chimiques imposées par la médication, et cette rencontre a achevé de les ébranler. Un silence lourd s'installa entre eux. Docteur, est-il possible que ces souvenirs ne soient que des hallucinations? C'est ce que Clémence insinue. Vincent secoua la tête. Les hallucinations ont une structure chaotique. Ce que vous décrivez ressemble davantage à des souvenirs authentiques qui tentent de refaire surface. Le téléphone de Xavier vibra. Un nouveau message de l'agence Mercure, avec une photo en pièce jointe. Juliette entrant dans le resort pour son service du jour. « Je dois y aller », dit-il brusquement. « Commencez votre analyse des médicaments. Nous nous reverrons ce soir. » Juliette terminait de nettoyer une suite lorsque Xavier la rejoignit dans le couloir. Son apparition soudaine la fit sursauter. « Monsieur Dufresne, je ne vous avais pas entendu arriver. Pardonnez-moi, et appelez-moi Xavier. Je vous l'ai déjà dit. » Elle acquiesça, mal à l'aise. Quelque chose dans son comportement avait changé depuis la veille. « Puis-je vous inviter à déjeuner ?» proposa-t-il, pour poursuivre notre discussion sur le projet de jardin. Juliette hésita, consciente des regards curieux des autres employés. « Je ne suis pas sûre que ce soit approprié. » Sur la terrasse du restaurant, rien d'informel. Devant son insistance, elle accepta finalement. La terrasse offrait une vue imprenable sur la mer. Peu de clients étaient présents à cette heure, leur garantissant une relative intimité. Juliette semblait tendue, tripotant nerveusement la chaîne autour de son cou. C'est alors que Xavier la remarqua vraiment, une fine chaîne dorée d'où pendait un médaillon partiellement dissimulé sous son uniforme. « Ce médaillon ?» murmura-t-il, soudain hypnotisé. « Puis-je le voir ?» Juliette parut surprise par cette demande inattendue, mais sortit délicatement le bijou de sous son col, un médaillon doré, orné de motifs floraux délicats. « Il appartenait à ma grand-mère », expliqua-t-elle. « Elle me l'a donné avant de mourir. » Xavier tendit la main, comme dans un rêve. « Puis-je » Juliette retira la chaîne et la lui tendit avec une hésitation visible. Xavier prit le médaillon, ses doigts tremblant légèrement. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une minuscule photo en noir et blanc montrait une jeune femme souriante. Et gravée sur le métal, une inscription en latin « Amor vincit omnia », le monde vacilla autour de lui. L'amour triomphe de tout, traduisit Sylvie, les larmes aux yeux. Ils étaient assis sous un saule pleureur, à l'abri des regards. Les jardins de la propriété des Dufresne s'étendaient à perte de vue, baignés par la lumière dorée du crépuscule bourguignon. « Mon père ne l'entend pas ainsi », dit Xavier, amer. Pour lui, l'argent triomphe de tout, et la lignée familiale. Sylvie posa sa tête sur son épaule, le médaillon nouveau brillant contre sa peau. « Qu'allons-nous faire ? Nous partirons. Loin d'ici, j'ai de l'argent de côté, assez pour recommencer ailleurs. »
Elle le regarda, son visage exprimant à la fois espoir et inquiétude. « Et tes études? Ton avenir dans l'entreprise familiale? Rien de tout cela n'a d'importance sans toi. » Il posa sa main sur le ventre encore plat de Sylvie. « Sans vous deux. » Elle sourit à travers ses larmes. « J'ai peur, Xavier. Ton père est un homme puissant, dangereux. Il ne vous trouvera jamais. Je te le promets. Monsieur, Xavier, vous allez bien. » La voix inquiète de Juliette le ramena brutalement au présent. Il fixait toujours le médaillon ouvert, une sueur froide perlant sur son front. Ce médaillon, sa voix était rauque. Savez-vous d'où il vient réellement? Juliette parut confuse. Ma grand-mère m'a dit qu'il appartenait à ma mère biologique. Je ne l'ai jamais connu. J'ai été adoptée. Adoptée. Pas officiellement, pas. Ma grand-mère, enfin, celle que j'ai toujours appelée ainsi, m'a élevée dans un petit village près de Saint-Paul-de-Vence. Elle m'a dit que ma mère était morte en me donnant naissance. Xavier referma délicatement le médaillon et le lui rendit, luttant pour maintenir son calme. Votre grand-mère. Marguerite, vous a-t-elle parlé de votre père? Une ombre passa sur le visage de Juliette. Elle disait seulement qu'il venait d'une famille importante, qu'il ne savait pas que j'existais. Elle s'interrompit, visiblement troublée par l'intensité de son regard. Pourquoi toutes ces questions? Et Xavier cherchait désespérément comment répondre sans tout révéler, quand une silhouette apparut à l'entrée de la terrasse. Clémence. Son visage se figea à la vue de Juliette et Xavier attablés ensemble. Elle s'avança vers eux, un sourire parfaitement artificiel aux lèvres. « Chérie, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. » Xavier se leva, tentant de masquer son trouble. « Clémence, je te présente Juliette Mercier. Elle m'aide pour le projet de réaménagement des jardins. » Clémence dévisagea Juliette avec une intensité presque palpable. « Enchantée, mademoiselle. »« Mercier, c'est ça. » Juliette acquiesça, visiblement mal à l'aise. « Je devrais retourner travailler, » dit-elle en se levant. « Merci pour le déjeuner, monsieur Dufresne. » Elle s'éloigna rapidement. Xavier remarqua que Clémence fixait le médaillon qui brillait maintenant à l'extérieur de l'uniforme de Juliette. « D'où sort cette fille ?» demanda-t-elle dès que Juliette fut hors de portée de voix. « Je te l'ai dit, une employée avec des connaissances en botanique. Et ce médaillon qu'elle porte. » Xavier sentit un frisson glacé parcourir son échine. Un bijou quelconque. Pourquoi? Clémence le scruta longuement, ses yeux cherchant la moindre faille dans son expression. « Pour rien. J'ai juste l'impression de l'avoir déjà vu. » Ce soir-là, seul dans sa suite, Xavier sortit de son portefeuille une vieille photo qu'il n'avait jamais montrée à personne. Sylvie, souriante, portant le médaillon qu'il venait de tenir entre ses mains, au dos, une date, juin 1991, et une note écrite de sa main. Pour toujours, la date correspondait parfaitement. 9 mois avant la naissance de Juliette, son téléphone sonna. Le DR roux. « J'ai analysé vos médicaments », annonça-t-il sans préambule. « C'est pire que ce que je pensais. Ces comprimés contiennent un mélange expérimental d'agents amnésiques et de psychotropes. Certains ne sont même pas homologués en France. » Xavier ferma les yeux, assimilant cette confirmation de ses pires craintes. Et l'effet sur ma mémoire. Ils ont spécifiquement ciblé la période 1990-1992. Quelqu'un a voulu effacer ces années de votre esprit, monsieur Dufresne. La question est... Pourquoi? Xavier regarda à nouveau la photo de Sylvie, puis celle de Juliette envoyée par l'agence. Je crois que je commence à comprendre, docteur. Et c'est terrifiant. Les médicaments que vous prenez depuis des années sont essentiellement un cocktail toxique conçu pour maintenir certains souvenirs inaccessibles. Expliqua le DR roux, installé dans un fauteuil face à Xavier. La suite présidentielle était plongée dans la pénombre. Seule une lampe éclairait les deux hommes. Xavier avait décommandé son dîner avec Clémence, prétextant une migraine, ce qui n'était pas entièrement faux. Comment est-ce possible? Philippe est un médecin respecté. Vincent eut un rire sans joie. Respecté par qui? Sa clientèle fortunée qui lui demande des services, disons personnalisés. Des rumeurs circulent depuis des années dans la profession. Xavier se leva, incapable de rester en place. Que me conseillez-vous? Arrêtez immédiatement ces médicaments. Mais... Vincent hésita. Je dois vous avertir, le sevrage pourrait être brutal. Des souvenirs refoulés risquent de ressurgir d'un coup. Et votre corps est habitué à ces substances depuis si longtemps que des symptômes physiques sont à prévoir. Quels symptômes? Migraine, nausées, peut-être même des convulsions dans le pire des cas. Je vous prescris quelque chose pour atténuer ces effets, mais vous devrez être suivi de près.
Xavier acquiesça, résolu. « Je veux savoir la vérité, quels qu'en soient les risques. » Après le départ du médecin, Xavier s'approcha de la fenêtre. Contemplant les lumières du resort qui se reflétaient dans la Méditerranée, sa décision était prise. Ce soir, il n'avalerait pas ses pilules habituelles. À Paris, Amandine Leclerc observait un technicien de laboratoire analyser les comprimés qu'elle avait subtilisés à la clinique du DR, Martel. « C'est une composition très inhabituelle », commenta le jeune homme, fronçant les sourcils devant son écran d'analyse. « Il y a des traces de substances expérimentales. D'où viennent ces pilules ? Un projet de recherche, » mentit Amandine. « Pouvez-vous me détailler les effets potentiels ?» Le technicien ajusta ses lunettes. « D'après cette structure moléculaire, je dirais qu'il s'agit principalement d'inhibiteurs de mémoire ciblés, couplés à des stabilisateurs d'humeur, du lourd, pas le genre de choses qu'on prescrit à la légère. » Amandine remercia le technicien, son inquiétude grandissant. Ce qu'elle avait découvert dépassait largement un simple cas de médication douteuse. C'était une manipulation délibérée et prolongée. En sortant du laboratoire, elle hésita. Devait-elle contacter les autorités médicales, confronter directement Philippe, ou chercher d'abord à comprendre l'ampleur de cette affaire ? Son téléphone vibra, un message de Philippe. « Rendez-vous urgent demain matin. » 7 heures. Ne pas y manquer. Un frisson parcourut son échine. Savait-il qu'elle avait pris les comprimés ? Instinctivement, elle décida qu'il était temps d'approfondir ses recherches. Ce soir, elle retournerait au cabinet pour consulter ce mystérieux dossier, Dufresne S. La nuit était déjà bien avancée lorsque les premiers symptômes apparurent. Xavier se réveilla en sursaut, le corps tremblant, le front couvert de sueur. Il tenta de se lever, mais une douleur fulgurante lui transperça le crâne, le forçant à se rallonger. Des images commencèrent à défiler dans son esprit, de plus en plus nettes, de plus en plus violentes. La clinique privée était discrète. Nichée dans un quartier résidentiel huppé, Sylvie gémissait sur un lit, son ventre arrondi par une grossesse avancée. Des gouttes de sang tachaient les draps immaculés. « Quelque chose ne va pas ?» murmurait-elle, serrant sa main avec une force désespérée. Philippe, plus jeune mais déjà autoritaire, l'écartait du lit. « Sortez, Xavier, laissez-moi m'occuper d'elle. » Clémence apparaissait dans l'encadrement de la porte, son visage contracté par une émotion indéchiffrable. « Ton père veut te parler maintenant. » Il quittait la pièce à contre-cœur, promettant à Sylvie de revenir vite, dans le couloir. Son père l'attendait, imposant dans son costume sur mesure, le visage durci par la colère. « Tu as déshonoré notre nom ?» sifflait don Henri Dufresne. « Une fille de jardinier, enceinte, tu as perdu l'esprit. »« Je l'aime, père. Nous allons nous marier. » La gifle claquait, violente et inattendue. « Jamais. Tu épouseras Clémence Moreau comme convenu. Les contrats sont déjà prêts. L'union des Dufresne et des Moreau est trop importante pour être sacrifiée sur l'autel de tes lubies sentimentales. Je refuse. » Don Henri s'approchait, menaçant. « Tu n'as pas le choix, à moins que tu ne veuilles voir cette fille et son bâtard à la rue. Un mot de moi et ses parents perdent leur emploi, leur logement, tout. Un autre mot et aucune université n'acceptera jamais cette Sylvie, quelle que soit son intelligence. » Xavier blêmissait. « Vous n'oseriez pas. Tu me connais mal. » Un cri déchirant provenait de la chambre. Xavier se précipitait. Mais 2 hommes, des gardes du corps de son père, lui barrèrent le chemin. Plus tard dans la nuit, Philippe sortait enfin, son expression grave. « Je suis désolé, Xavier. Il y a eu des complications. L'enfant n'a pas survécu. Et Sylvie, elle est stable, mais sédatée. Tu pourras la voir demain. » Mais le lendemain, quand il revenait à la clinique, on lui annonçait que Sylvie avait quitté l'établissement pendant la nuit, partie sans laisser de traces. Les semaines suivantes étaient floues, ses recherches désespérées, l'ultimatum de son père, les manipulations de Clémence, et finalement, ce jour où Philippe lui avait proposé quelque chose pour l'aider à dormir, le début d'une longue descente dans l'oubli contrôlé, Xavier se redressa dans son lit, haletant, la nausée lui tordant l'estomac. Une rage froide montait en lui, accompagnée d'une lucidité nouvelle. Il avait été manipulé, drogué, privé de sa vie, de son amour, et peut-être même de son enfant. Son téléphone sonna. Affichant un numéro inconnu, il était 3 heures du matin. « Dufresne », répondit-il d'une voix rauque. « Monsieur Dufresne, c'est Jean-Michel de l'agence Mercure.
J'ai des informations urgentes concernant Juliette Mercier. » Xavier se redressa, soudain parfaitement alerte malgré sa douleur. « Je vous écoute. » « Nous avons retrouvé des documents d'adoption non officiels dans les archives d'un notaire décédé de Saint-Paul-de-Vence. Marguerite Mercier a recueilli Juliette en février 1992. D'où venait le bébé? C'est là que ça devient intéressant. Le bébé aurait été confié par une infirmière de la clinique des Oliviers, un établissement privé qui a fermé en 1995. Cette infirmière, une certaine Marguerite Lefort, est ensuite devenue Marguerite Mercier, après avoir changé d'identité. Xavier sentit son cœur s'accélérer. La clinique des Oliviers, c'est là que Sylvie devait accoucher. Il y a plus, monsieur. Nous avons trouvé une photo datant de cette époque. Envoyez-la-moi immédiatement. Quelques secondes plus tard, son téléphone vibrait. La photo montrait une jeune infirmière tenant un nouveau-né. En arrière-plan, à moitié visible, une femme allongée sur un lit d'hôpital, malgré la mauvaise qualité de l'image. Xavier reconnut immédiatement Sylvie. « Marguerite a sauvé mon enfant », murmura-t-il pour lui-même. « Pardon, monsieur. Continuez vos recherches. Je veux tout savoir sur cette clinique, sur Marguerite Lefort, et surtout, cherchez s'il existe des documents concernant la mort de Sylvie Baudouin. Nous n'avons trouvé aucun certificat de décès à ce nom. » Cette révélation frappa Xavier comme un coup de poing. Aucun. Mais alors, elle pourrait être encore en vie, monsieur. Xavier raccrocha, l'esprit en ébullition malgré la douleur qui martelait son crâne. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Révélant une image encore incomplète mais terrifiante dans ses implications, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de Clémence. « N'oublie pas de prendre tes médicaments. Je t'ai vu les laisser sur la table ce soir. Bonne nuit. » La menace à peine voilée confirma ses pires soupçons. Elle savait, elle avait toujours su. Xavier se leva, combattant la nausée qui l'assaillait. Il devait voir Juliette, lui parler, lui dire la vérité. Mais d'abord, il devait s'assurer que Clémence ne pourrait pas interférer. Il composa le numéro du DRO. « Docteur, j'ai besoin de votre aide. » Maintenant, à l'aube, Clémence se réveilla en sursaut. Un pressentiment désagréable l'habitait. Elle appela la réception. « La suite de Monsieur Dufresne, s'il vous plaît. » Après plusieurs sonneries sans réponse, elle se leva, s'habilla rapidement et se rendit elle-même à la suite de Xavier. « Vide. Où est mon mari ?» demanda-t-elle sèchement au directeur du resort, convoqué d'urgence. « Je l'ignore, madame. Son lit n'a pas été défait. Et la femme de chambre, Juliette Mercier, elle doit commencer son service dans 1 heure. » Clémence saisit son téléphone, composant frénétiquement le numéro de Philippe. « Il sait, » dit-elle sans préambule dès qu'il décrocha. « Il a arrêté les médicaments. Impossible. Les symptômes de sevrage seraient trop violents. Il a disparu, Philippe. Je te dis qu'il sait. » Un silence tendu s'installa. « J'arrive par le premier vol, » dit finalement Philippe. « En attendant, trouve-le. Et si tu vois cette fille, je m'en occupe. » Coupa Clémence. Au moment où elle raccrochait, son téléphone vibra, un message anonyme contenant simplement une photo. Xavier, livide mais déterminé, sortant d'une pharmacie d'Antibes à l'aube, accompagné d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Peu importe où il était, peu importe ce qu'il savait, elle le retrouverait, comme toujours. Elle reprendrait le contrôle de la situation. Il y avait trop en jeu pour échouer maintenant. « Votre tension est beaucoup trop élevée », constata le doseur Roux, retirant le tensiomètre du bras de Xavier. « Et ces tremblements ne me plaisent pas du tout. » Il se trouvait dans une chambre d'hôtel anonyme à Antibes, que Vincent avait réservée sous un faux nom. Les rideaux étaient tirés, plongeant la pièce dans une semi-obscurité qui soulageait légèrement les migraines de Xavier. « Peu importe mon état, » répondit Xavier, grimaçant sous l'effet de la douleur. « Je dois voir Juliette aujourd'hui, lui dire la vérité. » Vincent lui tendit 2 comprimés et un verre d'eau. « Ces médicaments vont atténuer les symptômes de sevrage sans bloquer vos souvenirs. Mais vous devez comprendre que votre état est critique. Des années de prise d'inhibiteurs de mémoire ont fragilisé votre système nerveux. Ajoutez à cela l'AVC récent. Je n'ai pas le choix, » le coupa Xavier en avalant les médicaments. « Ils m'ont volé 33 ans de ma vie. Et peut-être ma fille. » Un silence pesant s'installa. « Vous êtes vraiment convaincu que c'est Juliette ?» Le médaillon, la marque sur son bras, son âge, et surtout cette ressemblance frappante avec Sylvie, ce n'est pas une coïncidence. Vincent consulta sa montre. « Il est presque midi.
Vous avez dit qu'elle terminait son service à 14 heures. Xavier acquiesça, tentant de se lever. Une vague de nausée le força à se rasseoir. Je ne pourrai jamais y aller dans cet état. Je peux l'appeler ici, suggéra Vincent. Lui dire que vous êtes souffrant et que vous demandez à la voir. Xavier secoua la tête. Clémence a certainement déjà alerté la direction du resort. Ils surveilleront Juliette. À cet instant, le téléphone de Xavier vibra. Un message de l'agence Mercure, contenant l'adresse exacte de Juliette à Antibes, ainsi que son numéro personnel. Je vais l'appeler, décida Xavier. Lui demander de venir ici. À Paris, Amandine Leclerc n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Après être retournée au cabinet la veille, elle avait photographié discrètement plusieurs pages du dossier Dufresne. Ce qu'elle y avait découvert l'avait horrifiée. Des notes cliniques signées par Philippe détaillaient un protocole d'amnésie sélective, administré à Xavier Dufresne dès 1992, des références à un incident à éliminer et à une continuité patrimoniale à préserver, plus troublant encore, des mentions de séances induites, durant lesquelles Xavier aurait été progressivement convaincu que Sylvie avait simplement rompu et quitté le pays. Elle avait également trouvé un rapport sur une patiente SB, déclarée morte suite à des complications postpartum, mais dont le corps n'avait jamais été transféré à une morgue ou remis à une famille. Assise dans son petit appartement, Amandine luttait contre la panique. Dans quelques heures, elle devait retrouver Philippe au cabinet pour ce fameux rendez-vous urgent. Son instinct lui criait qu'il avait découvert ses recherches. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. Un numéro inconnu. « Allô, mademoiselle Leclerc ?» Une voix d'homme qu'elle ne reconnaissait pas. « Je m'appelle Vincent Roux, neurologue. J'ai besoin de votre aide concernant un patient du DR. Martel, Xavier Dufresne. » Amandine sentit son sang se glacer. « Comment avez-vous eu mon numéro ? » ?»« Par l'agence Mercure. »« Écoutez, je sais que vous avez des doutes sur les traitements prescrits par le Dr Martel. J'ai analysé les médicaments que M. Dufresne prenait. » Elle hésita, puis décida de faire confiance à son instinct. « J'ai trouvé des dossiers, terribles, sur ce qu'ils lui ont fait, à lui et à cette femme, et à... » Sylvie, un court silence à l'autre bout de la ligne. « Nous devons nous rencontrer, immédiatement. » Juliette venait de terminer son service quand elle reçut l'appel. La voix de Xavier Dufresne était méconnaissable, rauque et tendue. « J'ai besoin de vous parler. C'est urgent et personnel. » Monsieur Dufresne, je ne suis pas sûre que... Il s'agit de votre mère, de Sylvie. Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. « Ma mère, comment connaissez-vous son nom ? Je vous en prie, venez à cette adresse. Je vous expliquerai tout. » Juliette raccrocha, profondément troublée. Sa mère biologique était un sujet dont Marguerite avait toujours été réticente à parler. Juste un prénom, Sylvie, et l'assurance qu'elle avait été aimée. Elle hésita un instant, puis composa un numéro familier. « Madame Rose, c'est Juliette. Quelque chose d'étrange vient de se produire. » Xavier attendait. Chaque minute semblant s'étirer en heures, Vincent lui avait administré une injection qui avait légèrement atténué ses symptômes. Mais son corps entier restait douloureux, comme si chaque cellule se rebellait contre des années de suppression chimique. Un coup discret à la porte le fit sursauter. Vincent ouvrit prudemment, vérifiant par le Judas avant d'admettre la visiteuse. Juliette entra, visiblement nerveuse. Son regard passa de Vincent à Xavier, qui était assis dans un fauteuil, pâle et tremblant. « Vous êtes malade », constata-t-elle immédiatement. « Un sevrage brutal », expliqua Vincent. « Permettez-moi de me présenter. Dr Vincent Roux, neurologue. » Juliette resta debout, méfiante. « Vous m'avez parlé de ma mère ?» Xavier inspira profondément. Rassemblant ses forces, Sylvie Baudouin, étudiante en botanique, fille des jardiniers du domaine de ma famille en Bourgogne, nous nous sommes aimés il y a 33 ans. Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. Comment ? Elle portait ce médaillon, poursuivit Xavier en pointant la chaîne au cou de Juliette. Je le lui avais offert, à l'intérieur, notre photo et une inscription, Amor vinci omnia, l'amour triomphe de tout. D'une main tremblante, Juliette ouvrit le médaillon, vérifiant ces détails qu'elle connaissait déjà. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Elle avait une marque de naissance en forme de croissant sur l'avant-bras. « Comme la vôtre »,
Juliette porta instinctivement la main à son bras, là où se trouvait sa cicatrice. Grand-mère m'a toujours dit que c'était dû à un accident quand j'étais bébé. Ce n'est pas un accident, c'est une marque de naissance. La même que Sylvie, la même que sa mère avant elle. Un silence lourd s'installa, rompu uniquement par la respiration laborieuse de Xavier. Êtes-vous en train de suggérer que vous êtes votre père biologique? Oui. Juliette s'effondra sur une chaise, le visage blême. C'est absurde. Pourquoi? Comment? Xavier lui tendit une enveloppe. Les résultats d'un test ADN, effectué à partir d'un de vos cheveux trouvés sur votre uniforme et de mon échantillon salivaire, fait en urgence cette nuit par un laboratoire privé. D'une main tremblante, elle ouvrit l'enveloppe. Les termes scientifiques dansaient devant ses yeux, mais la conclusion était sans équivoque. Probabilité de paternité supérieure à 99,9%. Si c'est vrai, pourquoi m'avez-vous abandonné? La douleur dans sa voix transperça Xavier plus violemment que tous ses symptômes physiques. Je ne savais pas que vous existiez. On m'a dit que le bébé, que vous, étiez mort-né, que Sylvie avait quitté le pays. Et puis, il désigna les marques d'injection sur son bras. Ils m'ont drogué pendant des années pour que j'oublie. Il, ma femme actuelle, Clémence, et Philippe Martel, mon supposé ami et médecin, sous les ordres de mon père, qui voulait que j'épouse Clémence pour ses connexions financières. Juliette se leva brusquement, secouant la tête. C'est trop, je ne peux pas... Je sais que c'est difficile à croire, intervint doucement Vincent. Mais j'ai analysé les médicaments qu'on donnait à Xavier. Ils contenaient des inhibiteurs de mémoire puissants. Il a été victime d'une manipulation chimique et psychologique pendant 3 décennies. À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit sans bruit. Une silhouette âgée se glissa à l'intérieur, faisant sursauter Vincent. « Madame Rose !» s'exclama Juliette. La vieille femme retira lentement son chapeau et ses lunettes, révélant un visage marqué par les années, mais toujours empreint d'une beauté sereine. Ses yeux verts, identiques à ceux de Juliette, se posèrent sur Xavier. « Sylvie !» murmura-t-il, incrédule. Le temps sembla se figer. Xavier se leva, chancelant, avançant vers cette apparition comme dans un rêve. « C'est impossible. » Sylvie s'approcha, ses yeux brillants de larmes contenues. « Ils m'ont dit que tu ne voulais pas de ce bébé, que tu avais accepté l'arrangement de ton père, que tu allais épouser cette femme et que notre enfant représentait un obstacle. » Sa voix, plus grave avec l'âge mais toujours reconnaissable, réveilla en Xavier des souvenirs enfouis depuis si longtemps. « Jamais », articula-t-il avec difficulté. « Jamais je n'aurais. » Il s'effondra soudain, terrassé par une douleur fulgurante. Vincent se précipita, le rattrapant de justesse. Son pouls était erratique. Il fait une crise hypertensive sévère. Sylvie s'agenouilla près de Xavier, prenant son visage entre ses mains. « Reste avec nous », murmura-t-elle. « S'il te plaît, pas maintenant. Pas quand nous venons juste de nous retrouver. » Dans un effort surhumain, Xavier leva la main vers son visage. « Tu es vraiment là, toutes ces années. Je vais appeler une ambulance, » décida Vincent en sortant son téléphone. « Non, » s'écria Sylvie. « Ils nous retrouveront, ils savent certainement déjà que nous sommes ensemble. Mais il a besoin de soins urgents. J'ai ce qu'il faut, » assura Sylvie en sortant de son sac une petite pochette d'herbes. Des remèdes naturels qui peuvent stabiliser sa tension. J'ai étudié les plantes médicinales toute ma vie. Tandis que Vincent hésitait, partagé entre son devoir médical et la crainte qu'un hôpital ne compromette leur sécurité, Juliette observait cette scène surréaliste, son monde entier basculant sur son axe. Ces 2 personnes étaient ses parents biologiques. Toute sa vie avait été construite sur un mensonge. Ou plutôt, sur une vérité si monstrueuse que seul le mensonge avait pu la protéger. L'infusion préparée par Sylvie dégageait un parfum complexe d'herbes et d'épices. Avec des gestes précis, elle fit boire le liquide ambré à Xavier, dont le visage livide commençait à reprendre quelques couleurs. « C'est un mélange que j'ai perfectionné au fil des ans », expliqua-t-elle à Vincent, qui observait avec un mélange de scepticisme professionnel et d'espoir. Aubépine, valériane et passiflore pour le cœur et la tension, avec quelques autres plantes plus rares. Juliette assistait à la scène, fascinée malgré son trouble. Cette femme, sa mère biologique, possédait visiblement le même don qu'elle pour les plantes médicinales. « Ton pouls se stabilise », constata Vincent, surpris. « Mais il aura besoin d'un suivi médical réel, et vite. Xavier,
allongé sur le lit, respirait plus régulièrement, ses yeux s'ouvrirent, lucides malgré la douleur encore visible sur ses traits. « Sylvie, murmura-t-il, raconte-moi, tout. » La vieille femme s'assit au bord du lit, ses doigts effleurant doucement la main de Xavier. Cette nuit-là, à la clinique, quand les contractions ont commencé trop tôt, tu es parti chercher Philippe. Mais c'est Clémence qui est revenue avec lui. Sa voix tremblait légèrement, ravivant des souvenirs douloureux. L'accouchement a été difficile. Je perdais beaucoup de sang. Philippe m'a administré quelque chose, soi-disant pour la douleur, mais j'ai immédiatement senti que c'était différent. Je perdais conscience. La dernière chose que j'ai entendue, c'était Clémence lui disant de se débarrasser du problème. Xavier ferma les yeux, une larme silencieuse coulant sur sa joue. Je me suis réveillée 3 jours plus tard dans une chambre différente. Une infirmière, Marguerite, m'a dit que ma fille était morte à la naissance, que tu avais accepté la proposition de ton père et que tu étais déjà reparti avec Clémence. « Jamais », articula Xavier avec effort. « Je t'ai cherché pendant des semaines. » Je l'ai appris plus tard. Sylvie essuya une larme. J'ai tenté de me suicider cette nuit-là. Marguerite m'a trouvée à temps, et puis elle m'a confié quelque chose d'incroyable. Elle avait vu Clémence donner de l'argent à Philippe pour falsifier le certificat de décès du bébé. Elle soupçonnait qu'ils allaient également me faire disparaître. Cette Marguerite, intervint Juliette, c'était ma grand-mère. Sylvie acquiesça. La plus courageuse des femmes, elle a risqué sa carrière, sa vie même, pour nous sauver toutes les deux. Elle m'a aidé à simuler ma propre mort, un supposé arrêt cardiaque suite à ma tentative de suicide. Puis elle m'a caché chez sa sœur dans le sud, le temps que je récupère. « Et le bébé ?» demanda Xavier. « Notre fille ?» Marguerite a juré de retrouver notre enfant. Elle suspectait qu'il l'avait confié à une agence d'adoption. Pendant des mois, elle a cherché, utilisant ses contacts dans le milieu médical. Sylvie se tourna vers Juliette, ses yeux débordant d'amour et de chagrin. Presque 1 an plus tard, elle l'a trouvée, dans un orphelinat près de Nice. Elle l'a reconnue immédiatement à cause de la marque de naissance, la même que la mienne. « Alors Marguerite n'était pas ma grand-mère » murmura Juliette. « Si, par le cœur. Elle t'a adoptée officieusement, prétendant être ta grand-mère maternelle. Elle avait pris un nouveau nom, une nouvelle identité. Et vous ?» demanda Juliette, sa voix à peine audible. « Pourquoi n'êtes-vous pas resté avec nous ?» La douleur qui traversa le visage de Sylvie était déchirante. « J'ai essayé. Au début, je vivais avec vous. Mais un jour, Marguerite a repéré des hommes qui posèrent des questions dans le village. Des hommes envoyés par Henri Dufresne. Nous avons compris que si je restais, nous serions toutes en danger. Alors tu es parti, compléta Xavier, comprenant enfin. Pour vous protéger, mais je n'ai jamais été loin. Je changeais d'apparence, de nom. Je travaillais comme jardinière, utilisant mes connaissances en botanique pour subsister. Et je veillais sur vous, de loin. » Juliette se leva brusquement, submergée par l'émotion. « Vous étiez là, toute ma vie, comme Madame Rose, et vous ne m'avez jamais rien dit. J'avais promis à Marguerite d'attendre. Elle craignait que la vérité ne te mette en danger tant que les Dufresne seraient impuissants. » Un silence lourd s'installa, rompu seulement par le bip régulier du tensiomètre que Vincent avait rebranché au bras de Xavier. « Et Théo ?» demanda soudain Xavier. « Mon petit-fils ?» À la mention de son fils, le visage de Juliette se transforma, l'inquiétude remplaçant momentanément la colère et la confusion. « Il est chez la voisine, je devrais rentrer bientôt, il va s'inquiéter. Sa condition cardiaque, » commença Sylvie. « C'est une malformation congénitale, » compléta Juliette. « Les médecins disent qu'il aura besoin d'une opération complexe avant ses 10 ans, j'économise chaque centime, mais... La maladie de Théo, intervint Xavier, est-elle héréditaire ?» Le dodo roux, qui était resté silencieux pendant ces révélations, prit la parole. Certaines malformations cardiaques peuvent effectivement être génétiques. Mon père est mort d'une crise cardiaque, murmura Xavier. Et son père avant lui, une faiblesse des Dufresne, comme il l'appelait. Le téléphone de Vincent sonna, interrompant ce moment de réalisation. Il consulta l'écran, fronçant les sourcils. C'est Amandine Leclerc, l'infirmière de Philippe. Elle est en route. Elle dit avoir trouvé quelque chose d'important dans les archives médicales. Peut-on lui faire confiance ? Demanda Sylvie, méfiante. C'est elle qui a découvert la composition des médicaments qu'on donnait à Xavier.
Elle prend d'énormes risques. Une demi-heure plus tard, Amandine arrivait, essoufflée et visiblement nerveuse. « Ils savent », annonça-t-elle sans préambule. Philippe a découvert que j'avais accédé au dossier confidentiel. Il a prévenu Madame Dufresne qu'il y avait une fuite. J'ai entendu leur conversation téléphonique. Elle déposa sur la table une épaisse chemise cartonnée. J'ai pris tous les documents que j'ai pu trouver avant de m'enfuir. Des preuves de falsification médicale, de prescription de substances non autorisées, même un compte-rendu de la nuit de l'accouchement. Xavier tendit une main tremblante vers le dossier. Mais Vincent l'arrêta. « Vous devez vous reposer, votre état s'améliore, mais vous restez fragile. » Juliette, qui était restée silencieuse depuis les révélations de Sylvie, s'approcha soudain du lit. « Je dois y aller, Théo m'attend, et j'ai besoin de temps pour assimiler tout ça. » Xavier la regarda avec une intensité déchirante. « Juliette, je sais que c'est beaucoup à absorber d'un coup, mais je te promets que désormais, je serai là, pour toi, pour Théo. » Elle hocha la tête, incapable de parler, puis se tourna vers Sylvie. « Viendrez-vous avec moi ? Il devrait vous rencontrer, sa grand-mère, sa vraie grand-mère. » Les yeux de Sylvie s'emplirent de larmes. « J'en serais honorée. » Au moment où elle s'apprêtait à partir, le téléphone d'Amandine sonna. En voyant le numéro, elle pâlit. « C'est Philippe. » Le silence tomba sur la pièce. Vincent prit la décision. « Répondez. » Sur haut-parleur. D'une main tremblante, Amandine activa le haut-parleur. « Docteur Martel. » Amandine. La voix de Philippe était glaciale. « Je suis déçue. Vraiment déçue. J'avais de grands projets pour vous. Je ne comprends pas, docteur. Ne jouez pas à ça avec moi. Les caméras de sécurité du cabinet vous ont filmé en train de fouiller dans mes dossiers confidentiels, en train de voler des médicaments. » Amandine jeta un regard paniqué aux autres. « Je suis à l'aéroport maintenant, » poursuivit Philippe. « J'arriverai à Nice dans 2 heures. Nous aurons une discussion, vous et moi. En attendant, réfléchissez à ceci. Vous avez volé des documents médicaux confidentiels. C'est un délit grave. Votre carrière est finie. À moins que quoi ? À moins que vous ne fassiez ce que je vais vous dire. Exactement ce que je vais vous dire. » Amandine coupa la communication, le visage blême. « Ils vont venir, tous les deux. Ils savent probablement déjà où nous sommes. » Xavier se redressa dans son lit. Une détermination nouvelle illuminant son regard. « Laissez-les venir. Il est temps d'en finir. » Vincent secoua la tête. « Vous n'êtes pas en état de les affronter, et nous n'avons aucune protection légale. »« Si, » intervint Amandine, feuilletant rapidement les documents qu'elle avait apportés. « Nous avons ça. » Elle brandit un document signé de la main de Philippe, détaillant le bon protocole d'amnésie induite appliqué à Xavier. Et j'ai mieux encore. De son sac, elle sortit une petite fiole. Les comprimés que j'ai fait analyser, la preuve qu'il vous droguait, et... Elle hésita, puis sortit un dernier document, le certificat de décès falsifié de Sylvie Baudouin, signé par Philippe, avec la mention manuscrite, sur instruction de CIM et HD, Clémence Moreau et Henri Dufresne, je suppose. Xavier observa ces preuves, son visage reflétant un mélange de soulagement et de rage froide. « Bien, très bien. » Il se tourna vers Sylvie et Juliette. « Allez chercher Théo, mettez-vous en sécurité. Vincent, Amandine et moi allons préparer la suite. » Tandis que Sylvie et Juliette quittaient discrètement la chambre d'hôtel, Xavier, malgré sa faiblesse, commença à élaborer un plan. 33 ans de manipulation et de mensonges allaient enfin prendre fin. Et cette fois, c'est lui qui aurait le dernier mot. La suite présidentielle du Grand Azur était plongée dans une pénombre calculée. Seules quelques lampes stratégiquement placées créaient une atmosphère théâtrale. Xavier, assis dans un imposant fauteuil de cuir, attendait, bien que toujours pâle. Il avait retrouvé une apparence présentable grâce aux soins de Vincent et aux remèdes de Sylvie. À ses côtés, invisible depuis l'entrée, Vincent était prêt à intervenir en cas de malaise. Amandine s'était positionnée dans la chambre adjacente avec un ordinateur portable connecté au micro discrètement installé dans la pièce. Un coup discret à la porte annonça l'arrivée des visiteurs attendus. « Entrez !» lança Xavier d'une voix étonnamment ferme. Clémence apparut la première, élégante et froide comme toujours. Son regard balaya rapidement la pièce, cherchant d'éventuels pièges. Philippe la suivait, son visage habituellement affable désormais tendu par l'inquiétude. « Xavier, mon chéri, nous étions morts d'inquiétude.
La voix de Clémence était un chef-d'œuvre de fausse sollicitude. Disparaître ainsi, dans ton état, mon état. Xavier esquissa un sourire sans joie. Quel état exactement, Clémence? Celui dans lequel vous m'avez maintenu pendant 33 ans. Un silence glacial s'installa. Philippe s'avança légèrement. Xavier, tu n'es pas rationnel. Le sevrage brutal des médicaments provoque confusion et paranoïa. Laisse-moi t'aider. Xavier se leva lentement, déployant sa haute silhouette. Quels médicaments exactement, Philippe? Ceux qui contenaient un cocktail d'inhibiteurs de mémoire expérimentaux? Ceux qui m'ont empêché pendant des décennies de me souvenir de Sylvie, de notre enfant? Le visage de Clémence se durcit imperceptiblement, tandis que Philippe tentait de maintenir son masque professionnel. Tu délires, mon ami. Ces substances n'existent pas dans la pharmacopée standard. En effet, Xavier fit glisser sur la table basse un dossier d'analyse pharmaceutique. C'est pourquoi le DR Roux a été si surpris de les trouver dans mes pilules. Clémence jeta un regard nerveux vers la porte, comme évaluant ses options de fuite. Xavier, je ne sais pas quelle folie on t'a mise en tête. Mais j'ai tout retrouvé, Clémence. La voix de Xavier, basse et dangereuse, la coupa nette. Chaque souvenir que vous m'avez volé, Sylvie, sa grossesse, cette nuit à la clinique. Le masque de Clémence commença à se fissurer. Ton père voulait ce qui était le mieux pour toi, pour la famille. Cette fille, elle n'était pas de notre monde. Mon père est mort depuis 15 ans, et vous avez continué à me droguer, à me mentir. Philippe intervint, tentant une dernière manœuvre. Xavier, sois raisonnable. Pense à tout ce que nous avons construit, l'empire Dufresne, ta réputation, si cette histoire sortait. Quelle histoire exactement, Philippe? Xavier s'approcha de lui, menaçant. Celle où tu as falsifié un certificat de décès, où tu as participé à l'enlèvement d'un nouveau-né, où tu as empoisonné ton prétendu ami pendant des décennies. Le médecin recula, déstabilisé. C'était pour ton bien. Tu étais dévasté, inconsolable. Henri craignait que tu ne fasses une bêtise. Alors vous m'avez drogué, manipulé, volé ma vie. Clémence reprit soudain contenance, sa voix retrouvant son tranchant habituel. Et alors, regarde ce que nous avons accompli. Les hôtels Dufresne sont devenus un empire mondial. Tu es respecté, admiré. Qu'aurais-tu eu avec elle? Une vie médiocre de botaniste provincial, un enfant à charge, avant même d'avoir terminé tes études. J'aurais eu l'amour, le rire de Clémence, froid et métallique, emplit la pièce. L'amour, vraiment, Xavier. Tu crois encore à ces contes de fées à ton âge? L'amour ne construit pas d'empire, il ne crée pas de dynastie. Non, il crée des familles, ce que nous n'avons jamais été. Xavier se tourna vers Philippe. Une chose m'intrigue encore. Comment avez-vous convaincu Sylvie que j'avais accepté l'accord de mon père, que je ne voulais pas de notre enfant? Philippe détourna le regard, la honte traversant furtivement son visage. Nous lui avons donné des sédatifs. Puis Clémence s'est faite passer pour une infirmière. Elle lui a dit que tu étais parti avec ton père, que tu avais signé les papiers d'adoption. Ingénieux, commenta Xavier. Dégoûté, et ça a marché, ajouta Clémence, retrouvant son assurance. Tout a fonctionné parfaitement pendant des années, jusqu'à ce que tu fasses cet AVC et rencontres cette femme de chambre. Elle cracha ces derniers mots avec mépris. Ma fille, corrigea Xavier. Juliette, un test ADN a confirmé ce que je soupçonnais. Cette révélation sembla ébranler Clémence plus que tout le reste. Impossible. Le bébé a été envoyé dans un orphelinat à l'autre bout du pays. Marguerite Lefort, l'infirmière que vous avez tenté de soudoyer, l'a retrouvée, elle l'a élevée comme sa petite fille. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit. Sylvie entra, suivie de Juliette qui tenait par la main un petit garçon pâle aux grands yeux verts. « Bonsoir Clémence », dit Sylvie d'une voix calme. Le visage de Clémence se décomposa littéralement. Elle fixait Sylvie comme si elle voyait un fantôme. « Tu es morte. J'ai vu ton certificat de décès. »« Falsifié, comme celui de ma fille, » répondit Sylvie. « Une spécialité de la maison, apparemment. » Philippe semblait sur le point de s'effondrer. « C'est impossible. Je vous présente également Théo, » poursuivit Xavier en s'approchant du petit garçon. « Mon petit-fils qui souffre d'une malformation cardiaque. La même faiblesse des Dufresne qui a emporté mon père. » Théo observait cette scène étrange avec la curiosité prudente des enfants habitués à la maladie. « Tu es vraiment mon grand-père, »
demanda-t-il à Xavier. « Oui, Théo, je suis désolée d'avoir mis si longtemps à te trouver. » Clémence, acculée, changea brusquement de tactique. Son visage se recomposa en un masque de contrition. « Xavier, je comprends ta colère, mais tout ce que nous avons fait, c'était sur ordre de ton père. Il nous a manipulés, nous aussi. » Elle s'approcha, tentant de poser une main sur son bras. Xavier se dégagea avec dégoût. « Il a laissé une lettre, tu sais, » poursuivit-elle. « Avant sa mort, confessant tout, je l'ai gardée, pour te protéger, pour nous protéger tous. » Une lettre ? Oui, où il explique comment il a tout orchestré, comment il nous a forcés, Philippe et moi, à suivre son plan. Xavier échangea un regard avec Vincent, qui hocha imperceptiblement la tête. Tout était enregistré. « Où est cette lettre ?» demanda-t-il. « Dans mon coffre à Paris, je peux te la montrer. Elle prouve que nous étions aussi des victimes. » Le rire amer de Sylvie interrompit cette tentative pathétique. Des victimes qui ont continué pendant 15 ans après sa mort, qui ont maintenu Xavier drogué, qui m'ont fait passer pour morte. Acculée, Clémence abandonna toute prétention. « Que veux-tu, Xavier ? De l'argent ? Un divorce ? Une part des hôtels pour ta ? Progéniture retrouvée ? Justice ?» répondit-il simplement. Il fit un signe, et Amandine sortit de la chambre, l'ordinateur à la main. « Mademoiselle Leclerc a tout enregistré, vos aveux, la mention de la lettre de mon père. Nous avons également les analyses de mes médicaments, les dossiers médicaux falsifiés et de nombreux autres documents. » Philippe s'effondra dans un fauteuil, comprenant l'ampleur de leur défaite. « C'est fini, » murmura-t-il. Clémence, elle, resta droite, son regard passant de Xavier à Sylvie, puis à Juliette et Théo. « Tu n'oseras pas ?» siffla-t-elle. « Un scandale détruirait tout ce que nous avons construit, les hôtels, ta réputation, tout. » Xavier s'approcha d'elle, imposant. « Tu n'as toujours pas compris. N'est-ce pas ? Rien de tout cela n'a d'importance comparé à ce que vous m'avez volé, ma famille, ma vie. » Il se tourna vers Juliette. « J'ai déjà contacté mes avocats. Dès demain, je déposerai une plainte formelle pour manipulation médicale, séquestration chimique, et tout ce que nos conseillers juridiques pourront trouver. Philippe perdra sa licence médicale. Vous deux risquez la prison. » Puis, s'adressant à Théo qui observait la scène avec de grands yeux, il s'agenouilla pour être à son niveau. « Et toi, jeune homme, tu vas avoir la meilleure équipe médicale pour t'occuper de ton cœur, je te le promets. » Le petit garçon sourit timidement, touchant inconsciemment sa poitrine, pour qu'il soit fort comme le tien, bien plus fort que le mien, assura Xavier. Émue, Clémence, voyant son monde s'écrouler, fit un dernier geste désespéré. Elle sortit de son sac un petit pistolet qu'elle pointa vers Sylvie. « Personne ne bougera », ordonna-t-elle d'une voix tremblante. « Je sors d'ici, et si quelqu'un me suit, je... » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Juliette, avec une rapidité stupéfiante, projeta un vase de fleurs vers elle. Déséquilibrée, Clémence tira, mais la balle se logea dans le mur. Vincent et Xavier se précipitèrent, la désarmant rapidement, tandis que des agents de sécurité, alertés par le coup de feu, envahissèrent la suite. Xavier serrait Sylvie contre lui, tandis que Juliette enveloppait Théo dans ses bras protecteurs. Pour la première fois depuis 33 ans, les Dufresne étaient enfin réunis. Et cette fois, personne ne pourrait plus les séparer. 6 mois plus tard, le Grand Azur avait subi une métamorphose. L'aile est, autrefois dédiée aux suites les plus luxueuses, abritait désormais le tout nouveau centre de recherche botanique Sylvie Baudouin. Des serres ultramodernes s'étendaient jusqu'à la falaise. Leurs dômes de verre scintillant sous le soleil d'hiver de la Côte d'Azur. Xavier Dufresne, debout devant la baie vitrée de son bureau, observait les préparatifs de la cérémonie d'inauguration. Des rangées de chaises blanches avaient été disposées face à une petite estrade ornée de fleurs. Les journalistes s'installèrent déjà. Attirés par le scandale qui avait secoué le monde des affaires français quelques mois plus tôt, l'affaire Dufresne, comme les médias l'avaient rebaptisée, avait fait la une pendant des semaines. La manipulation médicale, la séquestration chimique, l'enfant caché, la mère présumée morte, tous les ingrédients d'un feuilleton à succès. Mais c'était leur vie, leur histoire, leur douleur étalée dans les journaux. Une main douce se posa sur son épaule. Sylvie, élégante dans un tailleur vert émeraude qui accentuait la couleur de ses yeux, lui sourit tendrement. «
À quoi penses-tu? À tout ce temps perdu, 33 ans. Elle entremêla ses doigts aux siens. Ne regarde pas en arrière, Xavier. Nous avons l'avenir devant nous. Il hocha la tête, admirant la sérénité de cette femme extraordinaire. Malgré tout ce qu'elle avait enduré, Sylvie avait gardé cette lumière intérieure, cette capacité à voir la beauté partout. Les années avaient marqué son visage, mais n'avaient pas terni son âme. « Des nouvelles de Juliette ?» demanda-t-il, consultant sa montre. « Elle arrive de l'hôpital. L'opération de Théo s'est parfaitement déroulée. Ils seront là dans 1 heure. » Xavier laissa échapper un soupir de soulagement. Son petit-fils venait de subir une intervention cardiaque complexe à l'hôpital universitaire de Nice, réalisée par le meilleur chirurgien pédiatrique d'Europe, spécialement mandaté par Xavier. Et les invités? Vincent est déjà là, Amandine arrive de Paris ce matin. La porte du bureau s'ouvrit sur un jeune assistant nerveux. « Monsieur Dufresne, les journalistes demandent si vous comptez faire une déclaration concernant le verdict. » Xavier échangea un regard avec Sylvie. « Dites-leur que je m'exprimerai pendant la cérémonie, pas avant. » La veille, le tribunal avait rendu son jugement. Philippe Martel avait été condamné à 8 ans de prison pour manipulation médicale, prescription illégale de substances contrôlées et falsification de documents officiels. Sa licence médicale lui avait été définitivement retirée. Quant à Clémence, reconnue coupable de complicité, de tentative de meurtre et d'organisation d'enlèvement, elle avait écopé de 12 ans d'incarcération. Lors du procès, la fameuse lettre de don Henri Dufresne était effectivement apparue, prouvant son implication dans le complot initial, mais démontrant également que Clémence et Philippe avaient volontairement poursuivi la manipulation après sa mort. « Tu es prêt ?» demanda doucement Sylvie, ajustant la cravate de Xavier. Plus que jamais. La cérémonie d'inauguration commença à l'heure prévue. Sous un ciel d'un bleu parfait, les invités, scientifiques, journalistes, personnalités du monde médical et quelques amis proches, étaient installés face à l'estrade. Au premier rang, Juliette, resplendissante dans une robe simple mais élégante, tenait la main de Théo, l'enfant, bien que toujours pâle, arborait un sourire éclatant, fier de sa cicatrice encore fraîche qu'il appelait son badge de courage. À côté d'eux, Vincent Roux et Amandine Leclerc conversaient à voix basse. La jeune infirmière, grâce au soutien de Xavier, avait repris des études de médecine, poursuivant son rêve longtemps différé. Xavier monta sur l'estrade, accueilli par des applaudissements polis. Son visage, autrefois fermé et dur, s'était transformé au cours des derniers mois. Les rides d'amertume avaient laissé place à des marques d'expression plus douces. « Mesdames, messieurs, chers amis, merci d'être présents aujourd'hui pour l'inauguration du Centre de recherche botanique Sylvie Baudouin. » Il marqua une pause, cherchant du regard Sylvie qui lui sourit avec encouragement. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire qui a mené à ce moment. Elle a fait la une des journaux, a été discutée dans des talk-shows, analysée par des experts. Son regard balaya l'assemblée. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler du passé. Je ne veux pas m'attarder sur les manipulations, les mensonges, les années volées. Je veux parler d'avenir, de renaissance, de rédemption. Il fit un geste vers les serres étincelantes. Ce centre est dédié à la recherche sur les plantes médicinales, particulièrement celles qui pourraient aider au traitement des maladies cardiaques congénitales. Il porte le nom de la femme extraordinaire qui, malgré les épreuves, n'a jamais cessé de croire en la guérison, en la nature, en l'amour. Sylvie, émue, baissa modestement les yeux. J'invite maintenant le docteur Sylvie Baudouin, directrice scientifique du centre, à me rejoindre pour couper le ruban. Sous les applaudissements, Sylvie monta sur l'estrade, rejoignant Xavier. Ensemble, ils coupèrent le ruban symbolique, inaugurant officiellement le centre. « Et j'ai une autre annonce à faire », poursuivit Xavier. La Fondation Dufresne pour la recherche cardiaque pédiatrique est officiellement lancée aujourd'hui, avec une dotation initiale de 50 millions d'euros. Des murmures surpris parcoururent à l'Assemblée. Cette fondation, présidée par ma fille, Juliette Mercier-Dufresne, financera des bourses d'études et des traitements pour les enfants atteints de malformations cardiaques, sans considération de leur situation financière. Juliette, visiblement émue, serra Théo contre elle. Enfin, j'ai le plaisir d'annoncer que mon petit-fils, Théo, qui vient de subir avec succès une opération cardiaque, sera le premier ambassadeur de cette fondation. Théo se leva, rayonnant sous les applaudissements, et fit un petit signe de la main qui déclencha quelques rires attendris.
Après la cérémonie officielle, les invités furent conviés à visiter les installations. Xavier, cependant, s'éclipsa discrètement avec Sylvie, Juliette et Théo vers un coin reculé des jardins, loin des regards. Une petite cérémonie intime les attendait. Un officier d'état civil, 2 témoins, Vincent et Amandine, et un simple autel de fleurs. « Tu es sûr de vouloir faire ça maintenant ?» demanda Xavier à Sylvie, soudain nerveux comme un jeune homme. « J'ai attendu 33 ans, Xavier. Je ne veux pas attendre une minute de plus. » La cérémonie fut simple et émouvante. Ils échangèrent des vœux qu'ils avaient regardés en eux pendant des décennies, se passèrent des alliances en or blanc, ornées de minuscules fleurs gravées. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme », conclut l'officier, visiblement ému par cette histoire hors du commun. Théo fut le premier à applaudir, bientôt suivi par les autres. Juliette, les larmes aux yeux, observait ses parents enfin réunis, officiellement, devant la loi et devant le monde. « Grand-père » appela Théo, tirant sur la manche de Xavier. « Regarde !» Il pointait vers un parterre de fleurs, où une orchidée rare, aux pétales d'un blanc immaculé, venait d'éclore. « C'est un signe » murmura Sylvie. Cette espèce ne fleurit qu'une fois tous les 10 ans. Marguerite disait toujours que sa floraison annonçait un nouveau départ. Xavier prit sa main, ému par cette coïncidence. Ou était-ce plus que cela? À notre nouveau départ. Alors, ils retournèrent vers le centre, où les invités les attendaient pour le cocktail. Au loin, la Méditerranée scintillait sous le soleil, immuable témoin du temps qui passe, des vies qui se brisent et se reconstruisent. Dans quelques jours, Juliette commencerait ses études de botanique à l'université. Réalisant enfin son rêve longtemps différé, Théo, en convalescence, passerait l'été à explorer les jardins du resort avec ses grands-parents retrouvés, apprenant les secrets des plantes que sa lignée semblait porter dans le sang. Quant à Xavier et Sylvie, ils avaient décidé de vivre simplement. Entre le resort transformé et une petite maison achetée près d'Antibes, le temps des gratte-ciel parisiens et des réunions d'affaires était révolu. Xavier avait délégué la gestion quotidienne de son empire hôtelier à une équipe de confiance, ne gardant qu'un rôle consultatif. « À quoi penses-tu » lui demanda Sylvie. Remarquant son air pensif, Xavier sourit, serrant sa main dans la sienne. « À cette inscription sur ton médaillon, « Amor vincit omnia » l'amour triomphe de tout. Il semble que ce soit vrai, finalement, murmura-t-elle. « Oui » confirma-t-il, regardant Juliette et Théo qui couraient devant eux.